tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive. C'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente le BMW X1 dans sa version 20, la version entrée de gamme, parce que oui, ça reste une des versions les plus vendues. Il existe en plein de motorisations, on va en reparler, je vous donne toutes les caractéristiques de cette voiture, ensuite on va se faire un essai, test sur tout type de route. Là il fait assez frais, il a neigé, regardez, ça glissouille encore beaucoup. On va prendre cette voiture, faire un essai complet, je vous remontre à l'intérieur, l'extérieur, on parle de toutes les motorisations et pourquoi j'ai choisi aujourd'hui cette version avec la plus petite motorisation possible. Pour revenir sur le BMW X1, c'est une des voitures les plus vendues en France. Elle est aussi souvent proposée en voiture de société. J'ai eu des amis qui en ont eu. Et franchement, c'est un bon compromis pour les gens qui veulent un SUV. Donc on a forcément un SUV assez compact, même s'il se fait de plus en plus gros, j'ai l'impression, comme quasiment toutes les voitures de nos jours. Il mesure 4,50 m de long, 1,84 m de large sans les rétros et 2,10 m avec les rétros déployés comme ceci, et 1,64 m de haut, plus haut justement pour avoir également plus d'espace à l'intérieur. C'est la version également la plus légère avec ce moteur 1,5 litre, 170 chevaux, 1625 kg à vide, donc quasiment 1700 kg avec les pleins faits. Il existe d'une douzaine de couleurs, il existe 9 jantes différentes avec du 17, 18, 19 et 20 pouces. Il existe en version 100% électrique, en hybride rechargeable, en hybride simple avec les micro-hybridations comme aujourd'hui, en diesel et en version M Performance avec les 135i, enfin les X135i, enfin X1 135i, même si le i maintenant c'est réservé plus aux voitures électriques comme la iX1 ou i7, i5, tout ça, on dit plus les i maintenant. Alors il existe en tellement de versions que je dois prendre mon téléphone parce que je pouvais pas toutes les apprendre par cœur. 100% élec, X1 20 et 30. Donc ça c'est les deux versions qui font 204 chevaux ou 313 chevaux. Ensuite en hybride rechargeable en 25E et en 30E. Sur les deux versions PHEV, c'est des 4 roues motrices avec le X-Drive. Et ça fait soit 245 chevaux, soit 326 chevaux. Ce qui laisse quand même pas mal de puissance et de couple, surtout avec l'aide du moteur électrique. Ensuite, version diesel en 18D, en 20D et en 23D. Avec 150 chevaux, 163 chevaux ou 211 chevaux pour la version la plus puissante diesel. Ensuite, la seule version essence standard, c'est celle-ci, la 20i, qui fait 170 chevaux tout de même. On verra ce que ça donne niveau puissance, mais la plupart du temps, 170 chevaux, c'est réellement suffisant. Et pour ceux qui ont besoin d'une version essence plus puissante en X-Drive, il existe la version 35i avec le moteur turbo et qui fait, elle, cette fois-ci, 300 chevaux. Là, c'est plus que suffisamment suffisant. Et au niveau des moteurs, pour les plus petits, c'est des 1,5 litre comme on a aujourd'hui, sinon ce sera des 2 litres ou 2 litres turbo pour la version 35. Sur celle-ci, on a quand même un 0 à 100 en 8 secondes 3. Pour vous faire une idée, le plus puissant, lui, le fait en 5 secondes 4 avec la version sportive. Les véhicules peuvent remorquer entre 1700 et 2000 kg pour ces versions, un petit peu moins pour les versions ELEC. Au niveau des finitions, si ce véhicule s'appelle le X1, on aura la version finition X1. Ensuite, au-dessus, on a le X-Line qui se décline plutôt en version un peu plus chic, ou sinon la version M-Sport, comme j'ai aujourd'hui. M-Sport, ça nous amène des freins un petit peu plus gros, des jantes également plus grandes, un look plus typé sport et surtout à l'intérieur on verra des sièges etc. et une finition plus typée M comme on le connaît chez Motorsport avec les voitures sportives de chez BMW. Après, le but, si vous voulez plus d'options, c'est de rajouter des packs. On a les packs premium, on a les packs innovation, on a les packs confort, on a les packs évasion et ensuite les packs M Sport. Par exemple, on peut se prendre une X-Line avec un petit pack M Sport tout de même. Ouh, sportif en hiver les présentations. Bon, l'avant, on connaît BMW. Franchement, pour un X1, je trouve qu'il fait agressif. Vous avez vu maintenant là, ces grandes ouvertures. Ce qui va changer également avec la Neue Klasse qui va arriver très bientôt. Ça va redevenir plus petit, plus fin, plus à plat. Mais pour un SUV, moi je trouve que ça va bien. Vous voyez, c'est ça que recherchent les gens normalement. Vous voulez un SUV, c'est pour ce côté, c'est costaud, etc. Je me sens en sécurité. Et quand vous voyez ça, vous dites, ouais, non, franchement, je me sens bien. Enfin, le truc a l'air solide. Donc un capot très à plat. Je vais essayer de vous allumer les lumières. Est-ce que ça va fonctionner? Hop, si je referme. Donc on a les feux ici. Donc avec les deux petites virgules. Alors moi j'aimais beaucoup l'époque des Angel Eyes avec vraiment le rond autour. Bon, on change de signature lumineuse, mais c'est plutôt sympa. On a bien entendu des feux full LED à l'avant, à l'arrière également, c'est en 100% LED. Plus d'ampoules sur les voitures maintenant premium de nos jours.
Le logo BMW ici au centre avec ce petit V ici qui vraiment centre bien le logo comme d'habitude. Des parties là qui musclent un petit peu ce capot qui est franchement très à plat. On a l'impression vraiment d'avoir ce qui était le style des vrais 4x4 à l'époque. Donc au centre, c'est deux gros haricots et au centre de tout ça, les capteurs d'aide à la conduite pour avoir le régulateur adaptatif, les aides à la conduite, le freinage, etc. La petite caméra, puisqu'on a un pack de caméra 360 avec les bouts sur les rétros également là-bas, et un pack, donc le bouclier M-Sport qui rend la voiture un petit peu plus agressive. Et donc sous ce capot, comme je vous disais, le moteur 1,5 litre sur cette version 170 chevaux. Donc sur le côté, ce que j'aime beaucoup sur ce X1, c'est qu'on n'a pas les arches de roue en plastique noir. Vous voyez, tout est peint, ça rend la voiture beaucoup plus premium. Ça c'est le côté des voitures plus chic, c'est tout est peint. On n'a pas de plastique disgracieux. Et puis d'ailleurs, on n'a pas parlé tarif. Le X1, donc avec cette motorisation, qui est la version la moins chère du catalogue, commence à partir de 46 990 €. Une version toute optionnée M-Sport, sans le malus, on est aux environs de 65 000 €, auquel vous rajoutez bien entendu notre petit malus français. Ah, il s'est refermé avec les rétros, bougez pas, je vous rouvre parce que c'est plus joli les rétros ouverts. Donc tout est peint, un côté très sobre, très simple, avec les poignées affleurantes ici, que l'on trouve maintenant sur quasiment toutes les BMW. Une petite lame simple, les freins M-Sport, comme je vous disais, donc qui sont peints en rouge et surtout qui nous amènent de plus gros étriers à l'avant pour avoir un meilleur freinage, et le châssis M-Sport également, avec une suspension un petit peu plus ferme pour un côté plus dynamique. Si vous n'aimez pas le côté un peu ferme ou une voiture qui est vive, prenez plutôt les finitions standards, puisque ça fait la différence quand même. Alors, sur un X1, je pense que ça devrait être sympa. Bon, on en reparle dans cet essai, justement, de cette suspension. Est-ce que c'est confort ou pas confort? Plus de chrome, comme vous pouvez le voir. Maintenant, quasiment toutes les voitures abandonnent le chrome, puisque, à ce qui paraît, ça pollue beaucoup. Donc, on met des plastiques noirs tout autour. Vitre arrière surteinté sur quasiment toutes les versions maintenant. On a un grand toit vitré ouvrant et panoramique qui coûte 1 450 € en option, que je vous recommande de prendre parce que c'est toujours plus sympa. Et même à la revente, ça fait une option supplémentaire. Et bon, au cas où vous n'aimez pas, vous pouvez refermer. Mais c'est toujours plus cool de l'avoir. Puis voilà, la simplicité et des barres de toit, tout de même en haut, très simples, qui sont bien effilées, avec l'antenne type requin qui est toute plate, et ça c'est plutôt joli aussi. Un petit coup de 3/4 arrière également, regardez, c'est quand même plutôt joli, même ce 3/4 arrière, je le trouve très sexy et agressif, surtout avec ça là. C'est la première fois que je vois sur un béquet une sorte de petite ligne de fuite pour guider les flux d'air, ça amène vraiment un côté plus sportif également. Pareil, on voit que c'est bien bombé, les feux ici en 3D avec les optiques qui dépassent, très très joli. Et pareil, ce bouclier sur cette version M-Sport, on a vraiment l'impression d'avoir quelque chose de plus puissant. Vous enlevez le petit badge 20i ici, vous avez l'impression d'avoir une voiture un petit peu plus sportive. Ah, j'ai froid aux mains les amis. Ouh, il fait pas chaud. En vrai, à part la hauteur, j'ai l'impression qu'on surélève un petit peu, on dirait vraiment un X3, tellement il est large. Moi je trouve ça plutôt joli, les réflecteurs ici et les feux, donc avec cette signature, pareil en C de chaque côté. Si je vous mets ici plein arrière, donc un essuie-glace, ça pour moi c'est indispensable sur une voiture. Troisième feu stop, vraiment très bien intégré ici. Feu de recul ici, le X1 a rappelé là, tout est peint également sur l'arrière, pas de plastique disgracieux, franchement belle voiture et avec un feeling, on se dit, oui, ils ont quand même bossé. Un diffuseur pareil, sportif, avec ces petites ailettes ici. On aurait presque aimé avoir des pots d'échappement sur les côtés. Malheureusement, non. Ouverture comme ça, à côté de la caméra. Ah, comme la clé est là-bas. Ça, c'est le truc avec les voitures récentes. Il faut toujours avoir la clé proche de soi parce qu'il y a plein de capteurs en fait à l'intérieur. Et donc là, cette fois-ci, ça s'ouvre. Bien entendu, on a l'ouverture au pied et tout, comme d'habitude. Au niveau du coffre, l'avantage du BMW X1, c'est qu'il a un coffre réellement spacieux. On a 500 litres de chargement. Hop là, on peut avoir un espace en dessous. Ou par exemple, ici, j'ai mon kit anti-crevaison dans un petit truc rond. C'est plutôt original. Et donc de l'espace en dessous, plus on a les filets en option pour pouvoir ranger des choses dans le coffre et les accrocher sur les côtés. Un petit bac de rangement de ce côté-ci. La banquette qui se rabat en 40-20-40 avec la sorte d'option trappe à ski. On a les fixations Top Taser Isofix sur les 3 sièges. Alors, Top Taser ici au milieu, plus les deux côtés. Pas d'Isofix au centre. Une plage en dur ici. De quoi accrocher ses sacs avec les crochets sur les côtés quand on fait nos courses. Donc, on accroche les sangles sur le dessus pour pouvoir faire en sorte que ça évite de se balader. Et hop là. 500 litres. Alors, regardez.
il me reste encore de quoi ranger un bagage cabine de ce côté-là, en plus de moi. Et n'oublions pas qu'on a également de la place sous le plancher ici. Donc autant vous dire que c'est plutôt spacieux. Sur le haut, on a le triangle qui est rangé ici et les boutons pour verrouiller directement et fermer le coffre ou juste refermer le coffre. D'ailleurs, est-ce que ça fonctionne si je fais ça? Ouais. Est-ce que vous trouvez que ça c'est une bonne innovation? En vrai, c'est vrai que quand on a les sacs de course, moi j'aime bien prendre le maximum 4 packs d'eau à chaque fois d'un coup. En vrai, c'est pratique. Alors, au niveau des places arrière, lorsque j'ouvre la porte, j'ai une grosse porte ici avec une belle finition. Alors, sur le haut, c'est du plastique, mais ça paraît presque être un plastique moussé, mais ça ne l'est pas. On a une sorte de cuir au niveau de la couloir, mais qui remplit un peu le panneau de porte. Sono Harman Kardon qui est plutôt joli, et le bas également en plastique. Bon, je trouve ça un petit peu dommage que sur toutes les voitures aujourd'hui de nos jours, quasiment tout est en plastique et qu'on ne pousse pas un petit peu plus. Mais bon, c'est devenu une norme dans l'automobile, il faut s'y habituer. Comme j'ai la finition M Sport, j'ai de l'Alcantara sur les deux sièges ici, sur les extrémités, une sorte de cuir en plein centre, avec les petits rappels M Sport, c'est plutôt joli, les surpiqûres en bleu, ça nous amène à un côté beaucoup plus sympa, et surtout plus typé sportif. Même les ceintures M Sport. Je rentre ici à l'intérieur. Alors, ce qui est bien, waouh, oh là là, il y a de l'espace, ça fait du bien. Je remonte mon petit appuie-tête ici. Alors, franchement, c'est vrai. Dans un SUV, il y a de la place. Et là, clairement, regardez, j'ai un énorme manteau. Moi, je fais 1m80. Je suis bien. Ça fait plaisir d'avoir de la place au pied, de ne pas avoir une voiture électrique avec un plancher qui est super haut. Regardez, là, je suis bien assis. Regardez mes jambes. Elles sont là. Elles sont pas comme ça. Ça fait du bien. On n'en voit plus des voitures comme ça, j'ai l'impression, à part les SUV. Les gens disent, oui, les SUV, c'est gros, c'est lourd. Mais c'est vrai que ce côté, pour un passager arrière, c'est vraiment bien. C'est spacieux, j'ai de la place aux genoux, c'est moi qui ai réglé le siège. Et en plus, en mode un petit peu détente, parce que vous voyez qu'il est quand même assez incliné. Là, la banquette est bien inclinée en arrière, ce qui me permet de pouvoir me reposer, me relaxer. J'ai un bon appui au niveau des cuisses, parce que le siège est assez long. On a une bonne position. Voilà. Là, on a travaillé les conditions des passagers arrière. Ça me fait plaisir. La poignée est jolie, il y a la couloir. On a la couloir ici avec la languette. Merci BMW pour la languette. Je le dis dans toutes les vidéos, c'est hyper important pour ne pas aller s'abîmer les doigts là-bas. En plus... Si, c'est bon. Ils sont au même niveau. Ça, c'est hyper important, je trouve, pour ne pas être décalé comme ça. Quoique peut-être la couloir de gauche, peut-être un chouïa plus haut. C'est juste ça qui fera la différence. Hop là, on a les ceintures directement là. Alors, seul petit truc, moi, qui me dérangerait, c'est que la troisième ceinture, il faut aller la chercher là-haut, sur le plafonnier, ici. Alors, c'est aimanté, mais ça, c'est le truc que je trouve un petit peu embêtant. Ensuite, il faut faire le truc avec la double boucle, donc mettre celle-là là-bas, celle-là ici. Bon, ça, c'est juste le petit truc un peu embêtant, mais ce qui est top, c'est que c'est aimanté, elle est bien cachée. C'est plutôt bien intégré, et c'est vrai qu'on n'a pas tout le temps quelqu'un ici au milieu. Autre truc très important, c'est ça, la banquette qui coulisse sur un peu plus d'une dizaine de centimètres. Donc ça nous permet d'avoir plus de volume dans le coffre si besoin. Et regardez, moi je fais 1m80 comme je disais. Eh bien, si je relève juste un peu ce dossier, j'ai même de la place pour mettre mes jambes comme ça. C'est plutôt pas mal. C'est vraiment spacieux ici à l'intérieur, à l'arrière de ce X1. On a un petit bac, alors il sert un petit peu à rien parce qu'il est vraiment très à plat. Si vous mettez des trucs ici et que le conducteur tourne un peu vite, il y a tout qui va valser. Par contre, on a 2 aérateurs avec le réglage du débit d'air et 2 ports USB-C à l'arrière. Par contre, ces sièges sport, pas de poche à l'arrière des sièges. Et comme je vous disais, Isofix plus Top Taser sur 3, plus, même ici, Top Taser Isofix. Donc ça fait 3 sièges bébés facilement dans cette voiture. La place du milieu, qu'est-ce que ça donne? C'est pas si inconfortable que ça. Alors par contre, ça, il faut que je les bouge. Alors comme c'est pas monté sur des lanières, les boucles de ceinture ici, je les sens un petit peu, mais ça va. L'assise n'est pas déconnante, ça reste mi-ferme. Le dossier par contre, lui, il est très dur, comme c'est la couloir, mais j'ai encore de la place pour les pieds. Mais même les rails sont décalés, mon pied passe entièrement ici. Ça c'est le top du top, plus le grand toit vitré qui me permet d'avoir une belle visibilité. Là, je suis bien. Seul truc que je pourrais reprocher, moi, c'est que c'est tout noir à l'intérieur. Vous me connaissez, j'aime bien la couleur. Après, chez BMW, vous avez le choix entre 9 intérieurs différents.
mais il n'y a pas énormément de couleurs claires dans les voitures. Moi, j'aimerais bien faire en sorte que ça change dans le milieu automobile. Et au cas où, ce siège-là, lui aussi, coulisse indépendamment. Celui de droite, ou sinon, c'est les deux sièges de gauche. Allez, allons voir devant. Bon, voilà à quoi il ressemble comme ça. Voici à quoi ressemble la clé, s'il veut me faire la mise au point. Il n'a pas envie. La clé, voilà. La voiture. Donc, lorsque j'arrive, j'ai le keyless, je peux garder la clé dans ma poche, poignée affleurante, ça s'ouvre automatiquement et surtout, normalement, regardez, j'ai une belle petite animation ici, avec l'effet sonore et tout, qui va bien. Donc ça se propage sur le deuxième écran ensuite, et c'est plutôt joli. Au niveau de l'avant, donc au niveau des portières, on a un peu le même style de finition juste ici. Par contre là, c'est moussé sur le haut avec cette sorte de cuir. Le mix avec l'Alcantara, là qui est franchement très très joli. Les poignées, ça c'est original également, avec une poignée fine comme ça, qui s'ouvre. Son Harman Kardon qui intègre ici donc la mémorisation des sièges, l'ouverture du véhicule. Ensuite, relais sur piqûre, les poignées avec ce style qui vont bien sur les nouvelles BMW, toujours la sono un petit peu plus bas. De quoi ouvrir le coffre à distance et les commandes de vitres juste ici. Donc, le reste, ça ressemble à ça. Donc, le volant BMW, on va en reparler. Les sièges M Sport, donc avec l'Alcantara, plus ça là qui fait vraiment la différence, qui amène le petit côté motorsport. Les appuis-têtes, l'Alcantara, vous voyez qu'ils sont bien rembourrés et surtout, ils ont l'air assez sportifs. Alors, au niveau de l'assise, un petit peu moins. Par contre, le dossier, lui, a l'air de vraiment bien maintenir. On va tester ça, bien entendu. On peut voir là au niveau de la console centrale qui est flottante, qui a énormément d'espace en dessous. Alors, elle est flottante, pas vraiment, parce que regardez, elle paraît flottante, mais elle est quand même attachée de l'autre côté. Mais pour vous, elle paraît flottante, ce qui vous laisse plus d'accès facilement. Siège électrique sur cette version, donc avec tous les réglages ici et les ceintures, comme vous pouvez voir également avec les surpiqûres motorsport. Pédalier, donc très simple, double pédale avec les pédales sport également, donc métal plus caoutchouc. De ce côté-là, on a les réglages des feux, donc le mieux c'est de laisser en auto, sinon on a le menu feu ici qui apparaîtra dans l'écran central. Allez, je vais aller au chaud parce que il commence à faire frais. Donc là, quand je me recule au maximum, voici à quoi ça ressemble. Je vais vous la démarrer directement. Hop là, donc j'appuie sur le bouton Start Engine juste ici et ça me démarre la voiture. Donc le volant, alors c'est toujours l'énorme jante BMW, donc c'est très très large, surtout ici. Pourtant moi j'ai des mains, c'est du XL. C'est toujours assez balèze. Le logo au centre. Donc volant M Sport, donc avec cette texture et surtout c'est ouvert ici. Il est également chauffant. On a les modes ici pour les aides à la conduite, plus vite, moins vite, activé ou désactivé, et 7 à la vitesse qui est annoncée. De ce côté-là, c'est les réglages des menus et on va voir l'audio, le multimédia, également ce qui va se passer là-bas. On a deux palettes, on en a une où c'est écrit Boost, donc quand on tire dessus, ça donne le maximum de puissance, où ça se met au rapport le plus adéquat pour avoir le plus de puissance, et ensuite plus et moins, comme on connaît. Derrière, on retrouve cet écran-ci. Donc là, si ça s'allume, ça clignote. Vous ne le voyez pas en vrai, c'est des LED infrarouges. Donc c'est parce qu'il y a une caméra entre ces LED pour vous filmer. Pour également tout ce qui est aide à la conduite maintenant, qui sont quasiment obligatoires si on s'endort, etc. On peut faire défiler alors quelques menus ici. Donc on peut se balader dans les menus. L'affichage l'affichage tête haute, on peut le régler également selon ce qu'on souhaite. Donc si je clique, je peux faire normalement défiler, voilà, sur les informations. Et donc vous, alors je ne sais pas si vous le verrez là, mais c'est pas facile à retranscrire à l'image. Bref, il y a un affichage tête haute là. Donc ensuite, si je retourne ici, les layouts, donc ça c'est par rapport donc au thème, on va dire, que l'on va avoir ici. Alors moi j'aime pas ça du tout, par exemple. Moi j'aime bien avoir, alors pas celui en pourcentage de power, moi j'aime bien celui avec le vrai contour, juste ici. Et le content, c'est ce qu'on va avoir au niveau de l'affichage. Par exemple, moi j'aime bien connaître mes données de consommation. Donc ça, c'est ce que l'on va avoir également. Le GPS, le compteur de jet. Hop, donc moi je vais laisser mes consommations parce que j'aime bien connaître combien je consomme. Et puis c'est le but un peu de ces essais.
Ensuite, on a cet écran ici et vous pouvez voir, hein, c'est bien sûr le Curve Display qui est en une seule partie là et c'est deux écrans. Un grand écran tactile ici plus le petit écran de ce côté-ci. Ce grand écran tactile, il a quand même des touches sur le côté qui sont tactiles mais qui ne font pas partie de l'écran avec des raccourcis, médias, téléphone ou navigation si l'on souhaite. Donc là, on peut voir, on est au siège BMW en France parce que c'est le seul endroit où il allait faire beau pendant quelques jours. Donc on a la touche Home, on a ensuite tous les menus ici. Je vous ai déjà fait des vidéos sur comment gérer les menus BMW. C'est dispo sur la chaîne. Également, on va voir à cet endroit-là, volant chauffant que je vais activer tout de suite. Et ensuite, les sièges chauffants et autres, plus la climatisation. Alors là, on peut voir que la clim est en mode automatique. Alors moi, je vous avoue que j'aime pas le mode automatique. J'aime bien laisser en très faible, sinon, pour pas que ça fasse de bruit. Et on peut voir le volant est en rouge parce que j'ai activé le volant chauffant. Donc voici les menus rapidement. Donc les réglages de conduite, etc. Bref, je vous en ai fait une vidéo détaillée sur la chaîne de ces menus. Deux aérateurs au centre, deux aérateurs pour le passager. Alors ça c'est plutôt original de lui mettre deux aérateurs pleine face. Moi j'en ai un énorme ici plus un petit de ce côté-là. Donc je règle mon débit d'air grâce à ça. Mise au point s'il te plaît. Voilà. Hop. Et également de ce côté-là pour le débit d'air. Ensuite, on a un chargeur par induction, on va mettre son téléphone en vertical ici, et ça, qui va venir le bloquer avec une sorte de petit ressort, vous voyez, donc hop, donc soit je le laisse ouvert, soit je le verrouille. Ensuite, double porte-gobelet ici, on peut voir qu'on a des ports USB type C et l'allume-cigare juste ici, et ensuite le bas, comme je disais, donc qui paraît console flottante, mais au final qui tient via l'autre côté, et cette grosse partie-là. De quoi démarrer la voiture ici. Alors, bougez pas. Est-ce que j'arrive à vous enlever ça? Ouh, il se met à pleuvoir. J'ai de la chance. On vient de finir. Le bouton Start and Stop. La boîte de vitesse ici, donc pied sur le frein. Je tire une fois, je suis en drive. Je retire une fois, je passe en sport. Je pousse vers l'avant, je suis en reculé. Et qui m'active les caméras 360 degrés. Juste ici, la touche parking ici, lorsqu'on va s'arrêter. Alors, vous avez deux choix quand vous arrêtez. Soit vous appuyez sur couper le contact, ce qui va activer le parking et se mettre en frein de parking. Ensuite, on a les My Mode ici. Donc, on va voir le mode personnel, sport, efficient. Donc ça, en même temps, ça amène un thème à la voiture. Donc, par exemple, je mets le efficient. Vous voyez, ça me met des fonds d'écran et ça me met des couleurs un peu différentes. Alors après, on aime ou on n'aime pas, mais par exemple, hop, regardez, là, dans les My Mode, si je me mets le mode sport, vous voyez que ça change et ça met des couleurs. Pareil pour l'éclairage d'ambiance qui va changer ici. La petite bande LED qui parcourt l'habitacle et qui vient également dans les portières ici. Et à l'arrière, alors à l'arrière, regardez, je ne sais pas si vous verrez, mais on en a dans les poignées de porte. Également un petit peu d'affichage en rouge et également là au niveau du chargeur par induction. Le mode sport est très joli. Après, on peut personnaliser si on souhaite. Alors moi, je vous avoue que j'aime bien laisser le mode efficient ici qui fait très bien le job. Ensuite, on a les menus de réglage de la voiture, donc avec des raccourcis. Donc là, par exemple, je vais pouvoir enlever l'avertisseur de vitesse qui est assez embêtant. L'avertisseur de franchissement de ligne, exactement, si vous souhaitez. Et ensuite, on peut désactiver le start and stop, etc. Mais ça, autant le laisser, c'est plutôt bien. Ensuite, le auto hold que moi, je vais activer. Donc là, parce que ça c'est quand même beaucoup plus pratique, le volume du son et changer de musique si on souhaite. Et ouvrir ça, donc le petit compartiment. Alors il est tout petit ici, on peut mettre quelques stylos, un téléphone ne rentrera pas, sauf si vous avez un ancien Motorola ou peut-être un Nokia 3310. Et puis voilà, ça c'est assez dur mais un petit peu moussé. Les surpiqûres également à cet endroit-là. Regardez, en bleu aussi, c'est plutôt joli le thème. Et la boîte à gants qui s'ouvre ici. Voici à quoi ressemble le compartiment, une boîte à gants. Donc petit, on pourra, je pense pas, mettre deux bouteilles d'1,5 litre ici. Par contre, on pourra les mettre dans les bagues de porte. Là. En haut, je vous ai pas montré. Donc de ce côté-ci, l'éclairage, donc je touche, c'est tactile. Et donc ça m'allume une petite LED, je pense. Un peu jaune, et là pour ouvrir ou fermer le toit ouvrant et le toit vitré. On a bien sûr un vélum qui est là-bas. Regardez, il y a un truc dans la vie, j'adore, c'est ça. Je trouve ça trop beau, les gouttes comme ça sur les plafonds. Au niveau, là, on a donc une LED sur le côté avec le petit miroir, le porte-carte de ce côté-ci, et de l'autre côté également la même chose pour le passager. Des micros pour le passager, des micros pour moi. Et à l'arrière, il me semble qu'on n'a pas de micro. Voici à quoi ressemblent les places arrière. Vu d'ici,
le grand toit vitré, et ça, c'est moi. Allez, c'est parti. Allons sur la route, voir ce que ça donne et voir les consos de cette voiture. Allez, c'est parti avec ce BMW X1. Donc, ce que je fais, je réinitialise les tripes depuis ici, le individual. Comme ça, je sais où j'en suis. Et c'est parti, donc on part. Hop là. Il fait froid, le chauffage tourne. Alors, il a déjà tourné un petit peu pour préchauffer. Comme ça, normalement, je devrais avoir le start and stop et autres d'ici pas trop longtemps. Alors, 170 chevaux, moteur 1,5 litre. On est dans une voiture tout de même premium. Le volant, à chaque fois, c'est très bizarre lorsqu'on reprend une BMW que ça fait longtemps ou qu'on découvre ce que le volant est juste énorme. Ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois qu'on s'arrête, j'ai mon petit auto, ce qui me permet de relâcher ma pédale de frein. Hop, je repars, c'est agréable. Alors, je crois que le start and stop, c'est pas encore activé là. Non, pas encore, parce que je pense qu'il fait froid le temps que le moteur tourne, etc. Et la priorité, c'est votre confort, plutôt que le start and stop avec les voitures. Donc s'il y a le chauffage, etc., bah, ça joue. Donc je vais me remettre le volant chauffant juste ici. Donc ça, c'est franchement aussi un truc hyper cool. Hein. Hop, mon CarPlay, j'ai le CarPlay sans fil juste ici. Donc avec le nouvel OS. Alors pour rien vous cacher, pour un moteur 1,5 litre en thermique, sans appuyer trop fort, je trouve que c'est hyper bien insonorisé. Le moteur, donc j'entends qu'il y a un moteur, hein, mais c'est pas un bruit qui m'embête. Alors aujourd'hui il pleut, on va forcément avoir un petit peu plus de bruit avec les bruits de roulement, etc. Un autre truc qui est hyper important pour moi, c'est les essuie-glaces. Le fait qu'ils soient discrets. Il y a des bruits d'essuie-glaces, des fois on entend le moteur ou et là en fait ils sont assez discrets. Tout ça, ça contribue pour moi aussi au confort d'une voiture. En fait, tous ces petits bruits, toutes ces petites anomalies et autres. Là, je sens déjà quelques petites anomalies sur la route où, en fait, malgré qu'on soit avec le pack M Sport, ça filtre bien sur les petits défauts. Donc ça, c'est plutôt bien. Après, je suis dans un environnement agréable. J'ai un pare-brise très vertical, ce qui me permet d'avoir une bonne visibilité. Pareil, les vitres ici sont gigantesques comparées à la plupart des voitures de nos jours. Ça, je trouve ça plaisant. Vous voyez, je me sens haut. J'ai un capot énormissime, super long devant moi. Mais je sens qu'il y a de l'espace. J'avoue, pour le quotidien, c'est quand même plutôt plaisant. La direction est bien assistée. Le volant chauffant, c'est d'un régal. J'ai les doigts gelés depuis tout à l'heure parce que j'essaye de filmer en extérieur. Le passage des vitesses, très fluide, c'est lisse. C'est très agréable. Là, je suis à 50 km/h. Je suis à peine à 1300 tours minute. Quand ça ralentit, alors il y a le frein moteur plus le freinage un petit peu électrique pour recharger la petite batterie de 0,9 kWh. Qui va nous permettre d'avoir ce start and stop et ce couple et cette puissance supplémentaire grâce à l'électrique. Là, le plein est fait, elle m'indique 700 km d'autonomie. Donc là, je vais essayer de vous faire au moins une centaine de kilomètres aujourd'hui pour faire un petit peu un mix avec tout type de route. Comme d'habitude, hein, vous me connaissez. Et ensuite, je la garde quasiment une semaine, donc ça va me permettre de faire une utilisation au quotidien et de vous donner des consos réels avec cette auto. Oh, c'est franchement très agréable. Peu de vibrations, ça ralentit tranquillement. La pédale de frein, on sent qu'il y a un bon mordant dû à ces gros freins à disque à l'avant avec ces énormes étriers. On sent que c'est plus mordant qu'une version standard. Et c'est plutôt une bonne chose. Et comme on dit, sur les versions M Sport, on a un bon maintien là en latéral. Et au final, l'assise, vous voyez, ça ressort pas tant que ça. Et je suis plutôt bien maintenu, je sens. Ah ouais, j'avais oublié ça derrière les genoux pour avoir un bon maintien jusqu'à bien derrière les genoux. Je relève même l'avant du siège. Alors moi, j'aime beaucoup quand l'avant du siège se relève. Hop, là voilà, je suis au maximum. Et ça me permet d'avoir cette position, vous savez, les jambes un peu plus comme ça, le dossier un peu remonté. Et ça fait que j'ai un bon maintien également, même sur les freinages. Parce que comme j'ai les jambes un peu remontées, même sur les gros freinages, ben, ça me permet d'avoir un meilleur maintien. Et ça dissipe mieux les forces et ça répartit mieux sur toute la cuisse. Allez hop, c'est parti.
Heureusement qu'il ne neige plus aujourd'hui, parce que j'avoue que c'était un petit peu la guerre en Ile-de-France. D'ailleurs, je vous ai sorti une petite vidéo sur comment rouler sous la neige. Ce que j'aime bien avec les directions BMW, c'est que c'est précis, il n'y a pas vraiment de point milieu très neutre. On sent tout de suite que dès qu'on fait quelque chose avec le volant, il se passe quelque chose. Pédale de frein, comme je disais, assez mordante. C'est pas trop agressif comme certaines voitures. Par exemple, ma Twingo, c'est horrible la pédale de frein. Je freine et ah! Et là, je sens que ça freine, mais avec de la puissance, mais que c'est très bien dosé. Dans les sièges, comme je dis, je suis bien maintenu là en virage. Hop. La suspension. Alors, le fait qu'on soit avec ce châssis également, ça fait que on a un peu de confort. Elle prend un peu de roulis parce que, on va pas se le cacher, c'est un petit peu haut et il faut garder quand même du confort. C'est un X1, c'est une voiture un peu familiale. Hein. C'est pas la version sportive. On désactive les trucs de survitesse. Hop, merci. Parce que voilà, là c'est une voie d'insertion. Elle avait encore le panneau 50. Alors malheureusement, ça c'est le truc un peu embêtant, c'est qu'en France on a trop de panneaux. Et donc forcément, là, c'est une route à 110, je ne vais pas rester à 50. Allez, hop, je vais aller m'insérer. Alors déjà, dans les modes, ici, on allume. On va choisir ces modes. Là, ah bah voilà, elle m'a mis tout de suite la conduite automatique de niveau 2. Donc réglée à 90 km/h. Moi, je trouve ça juste parfait. Alors, il faut bien entendu laisser les mains sur le volant. C'est la législation. De nuit, petite ambiance de nuit. Donc là, vous pouvez voir un peu l'éclairage ici et là. Alors, je vais refermer donc, le store également. Parce que quand il pleut, il y a encore un petit peu plus de bruit entre les gouttes qui tombent là-haut et tout. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pareil, l'environnement est un petit peu plus insonorisé lorsque tout est fermé. C'est comme quand vous visitez un appartement. Vous avez déjà visité un appartement vide ou une maison. Quand vous rentrez, qu'il n'y a pas de meubles et pas de rideaux, en fait, le son, il y a de la réverbération un petit peu partout. Donc, le fait que ce soit fermé, ça absorbe encore un petit peu les bruits. Et c'est plus agréable quand il pleut. Ou des fois, quand il pleut, c'est joli aussi de laisser ouvert quand il y a de la musique. Mais là, comme je vous parle, je trouve que c'est plus sympa comme ça. Donc là, on va accélérer un petit peu parce que ça se traîne devant. On va se remettre au moins à 90. Hop, allez. Donc je relance gentiment, sans trop forcer non plus. Bon, allez, bougez pas. Je vais même juste doubler ce camion et on va se mettre devant à 90. Là, je suis à 110, donc sur l'autoroute. À 110, est-ce que je peux passer un rapport? Je suis en 7ème, à 2000 tours minute environ. L'insonorisation, je m'attendais un petit peu mieux par contre. Ah oui, c'est vrai. Alors, bougez pas. Je le mets lui à 110. Ouais, on a des vitres ultra fines. On n'a pas de double vitrage. Bougez pas. Normalement, je crois que on a l'assistant au changement de voie. Je mets juste le clignotant en gardant la main sur le volant. C'est elle qui change de voie automatiquement. Ça, c'est plutôt bien. Donc, à 110, aux alentours des 2000 tours minute, c'est assez discret. On va se faire un 90. Donc là, en suivant un camion. Donc là, elle ralentit toute seule. Je touche à rien, ni au frein, etc. Ça, c'est quand même le gros avantage des voitures récentes. Ouais, mais non, mais pas 80 les gars. On va se remettre à 90 nous-mêmes. 90. Allez, passe-moi un petit rapport. Ouais, je dois être à 1700 tours minute à 90 km/h. Le moteur, on l'entend. Donc on entend qu'il y a un petit moteur qui tourne à l'avant. C'est assez discret. Tant qu'on a un régime stabilisé, ça fait pas trop de bruit. C'est plutôt agréable. La direction suit bien malgré le fait que ce soit détrempé aujourd'hui. Bon, c'est plutôt pas mal. Bon allez, je vais aller me remettre à 110, parce qu'après il y a encore des bouts 90 et autres. Et donc là, comme je vous dis, on va se faire environ une centaine de kilomètres. Et comme d'habitude, je vous donne les consos arrivés. Et ensuite, au bout d'une semaine, je vous refais un petit débrief avec cette voiture. Alors là, ça fait quasiment 43 km que je roule au total depuis le départ. Alors on a fait peu de villes et c'était quand même assez roulant aujourd'hui. Là, il y a eu beaucoup de 90, 110, un petit peu de bouchons. Et je suis très surpris par la consommation moyenne parce que j'ai une moyenne à 5,3 litres depuis tout à l'heure sur 43 km. Et là, je roule à 110 depuis tout à l'heure, depuis là, je pense, une dizaine de kilomètres. Et je ne m'attendais pas à ce que ça consomme si peu. Donc, bonne surprise jusqu'à là. À voir après sur une situation un peu plus quotidienne avec plus d'urbain et autres. En tout cas, quand ça roule bien, bluffant pour une aussi grosse voiture.
Petit truc également, le son Harman Kardon est plutôt bon lorsqu'on va de bas avec la petite musique d'ambiance à moyen, ça va. Quand c'est fort, je trouve qu'il manque un petit peu de quelque chose. Les basses sont pas ultra propres. Je me serais attendu un petit peu mieux. Moi, j'aime beaucoup le son. Il faudrait que je vous parle un petit peu plus de son parce que je trouve que c'est hyper important dans un environnement d'habitacle, dans une voiture. Et c'est mieux que du standard. Et je trouve que quand c'est un petit peu fort, on pourrait faire un petit peu mieux. Il y a d'autres marques, par exemple comme Sennheiser, là, qui arrive chez certaines marques, qui fait du très très bon son. Et Harman, pourtant, ça reste une bonne base. Et là, j'écoute en plus, là, ma petite sœur m'a offert un petit abonnement à Spotify Premium et j'ai mis toutes les qualités au maximum. Et je peux vous tester vraiment le son avec la qualité HD. J'aurais bien aimé un petit truc un peu mieux et pourtant j'ai réglé le son. Petite chose sympa à noter également, c'est que quand on est aux alentours de 1000 tours minute à 110, là ça fait pas mal de routes que je roule. Je trouve que les bruits de roulement sont bien sonorisés, bruit moteur, etc. aussi. Seul petit truc qui me chagrine un peu, c'est juste les vitres. J'aurais bien aimé un double vitrage ou un feuilletage un petit peu plus épais, mais sinon le reste, c'est plutôt bien, surtout quand on a des goudrons propres. Allez, on arrive sur l'autoroute, donc je vais me mettre à 130 km/h au régulateur. Bien entendu, une fois que vous avez goûté à ça, clairement, ça devient vraiment un indispensable. Et moi, c'est vraiment mes options préférées. Régulateur adaptatif et centrage de voix. La conduite de niveau 2, c'est top. J'ai hâte de tester la conduite de niveau 3, 4. Parce que pour le quotidien, je trouve ça vraiment, vraiment très, très cool. Donc à 130, je suis quasiment à 2500 tours minute. J'ai un peu de bruit de roulement. Alors, je ne suis pas sur le meilleur des goudrons et en plus, la route est un peu humide, donc forcément ça fait remonter un petit peu les bruits d'eau. Hop, voilà, il y a un petit truc sur la route, on esquive. Alors pour rien vous cacher, le moteur je l'entends quasiment pas, j'ai vraiment juste les bruits de roulement. C'est pas le plus beau des goudrons ici, mais ça reste bien. La suspension, je trouve qu'au final, elle est assez agréable. Je m'attendais à ce que ce soit plus ferme, mais ils ont bien trouvé, je trouve, le compromis entre un peu de dynamisme et à la fois du confort. On va tester ça sur des petites routes très dégradées là dans quelques instants. Mais c'est une voiture qui donne envie de rouler. Donc là, je suis sur autoroute. La conso instantanée, elle m'annonce donc là 7,6 litres en instantané. Alors, chez BMW, c'est assez particulier parce qu'elle enregistre une sorte de valeur à un certain moment et après, elle laisse comme ça. Moi, je vous donnerai la moyenne globale, mais là, en gros, on a 10 km à faire à 130 km/h et ce sera 10 km à faire dans l'autre sens ensuite également. Donc, sur notre partie trajet sur une centaine de kilomètres, on aura fait 20% à 130 km/h. Allez, petite route de campagne ici où c'est très dégradé. Alors, je ne suis même pas sûr que ce soit déneigé ici. Ah si, ça va, il y a eu un peu de passage. Alors, là, on arrive sur des routes où c'est vraiment beaucoup plus abîmé. Et ça, c'est ma route référence de test confort. Eh bien, pour rien vous cacher, je sens qu'on a un châssis qui est rigide. Une direction qui est quand même sympa, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Et ça filtre pas trop mal. Hein. Franchement, c'est même plutôt bien. Attention, parce que je sais qu'il y a des gros trous ici et comme c'est caché par les flaques, non, c'est quand même franchement très agréable à rouler. On sent un petit peu plus de fermeté qu'un châssis de voiture standard. Et puis, enfin, en plus, surtout chez BMW, on est habitué à avoir des châssis déjà plus fermes, plus dynamiques que la plupart des autres voitures. Et là, on retrouve toujours un peu la même chose. Alors, elle s'appuie quand même un peu lorsqu'on fait ça. Mais je trouve que non, c'est bien réglé. C'est le bon mix entre confort et en même temps dynamisme qui me permet de prendre quand même un petit peu de plaisir avec ma voiture. Allez, comme d'habitude, une route où il n'y a absolument personne pour un 0 à 100. Donc, j'ai le auto-hold. Et c'est parti, donc c'est un petit peu humide encore, donc ça va forcément patiner un petit peu. Et allez, let's go. Ça patine un peu, mais hop, ça part. 50, 60, 80, 90 et 100. Franchement, largement suffisant pour le quotidien. Et le 100 en 0, alors sachant que c'est humide, je suis assez choqué. Je m'attendais pas à ce que ça freine aussi bien. Ah, il y a un très bon mordant. Ça m'a surpris.
Les pneus là accrochent bien sur ce goudron. Waouh, ça a bien freiné. Franchement, j'ai bien aimé ce moment. C'était sécurisant, c'était costaud, ça a bien tenu la route. La voiture est restée parfaitement droite, elle a quand même pas mal plongé. Mais wow, les distances d'arrêt là, vraiment pas mal. Alors je me dirige là sur des petites routes un petit peu plus sinueuses en espérant qu'il n'y ait pas trop de neige parce que dans ce coin là, il y a beaucoup moins de gens qui passent. Donc forcément, c'est encore un petit peu plus blanc. Mais je pense j'aime beaucoup cette voiture. Jusqu'à là, c'est très agréable. Bon, j'ai pas des pneus neige malheureusement. On a des pneus standards, des pneus été. Alors c'est vrai que le pneu 4 saisons peut être un avantage également. Le pneu 4 saisons, il se débrouille à peu près partout. Il n'est bon nulle part. Il n'est pas bon l'hiver, il n'est pas bon l'été. L'idéal, c'est d'avoir 2 paires de roues, donc en gros pour l'été et pour l'hiver. Mais bon, ça, c'est pas donné à tout le monde. Il y a des régions où c'est obligatoire. Ouh là là, qu'est-ce que c'est beau là. J'ai limite envie de m'arrêter, mais j'ai des petites baskets et il fait froid aux pieds assez rapidement. Bon, petite route sinueuse, ça a l'air quand même assez déneigé ici, à part au centre, mais voilà, on va voir ce que ça donne. Donc dans le sinueux, la direction est agréable. Ce grand volant, ça vous donne quand même pas mal de précision. Hop, on peut réaccélérer. Alors, on n'oublie pas qu'on a quand même un gros bébé, que c'est très humide et qu'en plus il fait encore assez froid. Alors, c'est des pneus été, vraiment plus typé sport, en plus sur cette finition. Ça tient correctement. La filtration, alors c'est rempli d'énormément de défauts cette route et je trouve que ça filtre super bien toutes les petites anomalies. Et d'ailleurs c'est assez bluffant parce qu'on a quand même des grandes jantes. Et ça fait super bien le boulot. Et en dynamique comme ça, elle s'écrase peu. C'est plutôt plaisant. Alors là, il se remet à pleuvoir, plus la neige, etc. Bon, on ne va pas faire les fous. On fait toujours attention, hein, on est prudent. En vrai, c'est plutôt pas mal. Hein. Je pense qu'en dynamique, ça doit être sympa quand c'est bien sec. Mais malheureusement, tout le temps où je vais garder cette voiture, il va faire soit neiger, soit pleuvoir comme ça. Donc je ne vais pas pouvoir la tester vraiment en conditions très dynamiques. Mais je sens comme ça que ça doit être très sympa. Déjà sur le mouillé, avec ce comportement, on sent que sur le sec, ça va être une voiture plaisante à emmener. Et quand on aime rouler à bon rythme dynamique, ça fera super bien le job. Bon, j'ai dépassé les 108 km, moyenne à 6 litres 3 au 100 km pour le moment. Donc voilà, ça vous fait déjà une bonne petite idée des consommations en réel sur du mixte. Alors avec le dynamique, les petites routes, les accélérations, etc. Je pense que sur petite route de campagne, on est franchement à des consommations très très raisonnables. Et même là, 6 litres 3, en sachant que c'est pas une hybride ou autre, c'est vraiment pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bon allez, je vous refais un petit débrief dans quelques jours de cette voiture que je vais utiliser un petit peu au quotidien. Et ça vous permettra de vous faire un avis et moi aussi de vous donner des consos réels sur une utilisation de tous les jours. Alors, un petit bout de nuit pour vous montrer un petit peu l'éclairage. Comme c'est de l'éclairage LED, hein, c'est toujours bien blanc de nos jours. On a des feux matriciels également sur cette version aujourd'hui que j'ai découvert tout à l'heure quand j'ai démarré la voiture. Ça m'a fait une petite animation au niveau des optiques et de ce que ça dessinait sur la route. Donc on voit bien là, vous pouvez voir vraiment l'affichage tête haute et clairement, moi je trouve que depuis qu'on a le LED en éclairage, eh bien ça change clairement la vie puisque c'est déjà un éclairage beaucoup plus puissant et surtout c'est bien blanc, ça permet d'avoir une très très bonne visibilité. Alors on va voir, est-ce qu'on a un petit éclairage d'intersection ici? En vrai, ça éclaire déjà bien large sur les côtés, donc ça c'est plutôt avantageux. Est-ce que je vais avoir le plein phare? Alors là, comme je réduis la vitesse, le plein phare se désactive forcément en dessous de 30 km/h. Donc on n'a pas de plein phare automatique en dessous de 30 km/h. Alors normalement, si j'accélère un petit peu, est-ce qu'on va l'avoir ici? Allez, parce que là on arrive sur l'autoroute normalement. D'habitude ça le fait ici. Il n'a pas envie aujourd'hui. C'est normal, il n'était pas activé. Donc il fallait dans le menu, grâce au petit bouton ici, vous cliquez et vous allez sur plein phare automatique. Donc là, ça y est, il s'est activé. Donc là, regardez, vous allez voir, ça va détourer la voiture qui va passer ici. Normalement, hop. Et ça éclaire le reste toujours en plein phare. Donc on sait qu'on est en plein phare automatique lorsqu'on a l'icône ici affichée en bleu et qu'on a le mode
directement sur le bleu pour nous dire plein phare automatique. Alors là, normalement, on va pouvoir voir que ça éclaire bien donc, les côtés puisqu'il n'y a plus de voiture sur le côté droit. Donc là, on est en plein phare sur le côté et on détourne tout de même les voitures. Alors c'est plutôt bien fait. Je trouve que comparé à certaines voitures, la démarcation se fait un peu moins remarquer. Et regardez, donc là sur le côté, pareil, c'est bien clair. On peut voir que la zone entre moi et la voiture, peu importe la distance qu'il y a entre moi et la voiture qui me précède, elle est toujours bien éclairée, bien en blanc. Et ça, plus elle va loin, ça ne change pas grand chose. C'est toujours bien propre. J'ai une belle visibilité sur la route et même regardez les côtés, les arbres en forêt, alors qu'il fait vraiment nuit noire. C'est clair, vraiment large et c'est quand même très agréable. Et comme je disais, en fait, le fait que ça détourne les voitures, c'est hyper fluide. On ne voit pas les bandeaux vraiment passer au noir ou justement ne plus éclairer la zone pour ne pas éblouir. Et ça, c'est quand même très bien fait. Donc là, par exemple, une zone où il va plus y avoir personne normalement. Hop, ça éclaire bien de l'autre côté. Regardez, il y a la voiture qui arrive. Et là, ça va détourer petit à petit. C'est quand même un très bon éclairage. Alors, après une semaine passée avec cette voiture, qu'est-ce que ça donne niveau consommation et le petit débrief général? Donc là, je la ramène, je suis chez BMW France à côté d'un beau break de chasse que j'adore. Voici les consommations sur la semaine. Donc on peut le voir, 312 km, ça m'a mis 7h33 de région parisienne avec une moyenne à 7 litres au 100 km. Donc c'était entre 7 litres 1 et 7 litres à peu près, ça aussi un petit peu comme ça. Avec une utilisation au quotidien de la ville, un petit peu de bouchon, aller faire quelques courses. Là, je suis reparti essayer une autre voiture rapidement pendant une petite heure sur une conduite 100% autonome que vous allez sûrement voir sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour des petits trucs assez sympas. Donc, 7 litres pour une voiture hybride simple. N'oublions pas que c'est un SUV, c'est un X1, c'est quand même spacieux. Regardez l'espace qu'il y a à l'intérieur. Je trouvais que c'était le bon mix entre sans grosse hybridation, avec du confort, de la puissance tout de même, un châssis franchement dynamique. Alors il a plu tout le temps, mais même sous le mouillé, eh bien j'ai trouvé que c'était quand même une très bonne tenue de route. Il y a eu quelques moments où c'était un peu sec, mais j'ai pas forcément filmé, les feux matriciels, etc. Bref, on a toutes les options. Alors c'est pas donné maintenant comme toutes les voitures de nos jours, mais j'ai beaucoup aimé la conduite assistée de niveau 2, ça fonctionne super bien. C'était souple, etc. Bref, de l'espace, quand même du coffre à la place des PHEV où on perd quand même beaucoup de coffres. Les sièges, alors le massage, j'aurais bien aimé qu'on pousse un petit peu plus le massage comme certaines marques, mais il y avait quand même les sièges qui étaient quand même assez relaxants, etc. L'affichage tête haute que l'on a ici, le curve display maintenant qui fonctionne bien, le pack M. Bref, est-ce que je recommande cette voiture? Oui. Alors j'ai des copains qui m'ont demandé, qui sont propriétaires BMW, qui veulent changer, qui recherchent le X1. Est-ce que ça valait le coup, cette petite version avec le petit moteur? Clairement oui. Tout dépend de l'utilisation que vous avez. Si vous êtes à la campagne, clairement, vous aurez des consommations hyper raisonnables si vous ne dépassez pas les 90 et que c'est des routes roulantes où il n'y a pas trop de bouchons. Et là, moi, sur le mixte, 7 litres, je trouve ça pas déconnant. C'est quasiment ce que je fais avec ma Twingo presque quand je pousse un peu. Et pourtant, là, je me suis pas retenu. J'ai roulé de façon un peu dynamique. Donc, je pense qu'on peut faire même un petit peu mieux que ça. Et en plus, il faisait froid, chauffage tout le temps, etc. Donc, très bon compromis, ce X1. Et moi, j'aime bien. Alors, il y a des versions plus puissantes, etc. Le PHEV, ça a des avantages, mais c'est plus lourd. J'aurais bien aimé une vraie hybridation, comme on le retrouve chez Toyota, par exemple, ou chez d'autres. Ou un truc un petit peu plus poussé quand même pour grappiller quelques litres. Mais pour le moment, on a soit vraiment de l'électrique ou du PHEV, mais pas encore de réelle hybridation chez la plupart des Allemands. Je trouve ça un petit peu dommage. C'est le petit truc qui ferait la différence, où ça amènerait encore un petit peu plus de couple supplémentaire et des consommations encore plus maîtrisées, parce qu'il y a des groupes maintenant qui font des moteurs hyper efficients et ce serait quand même un petit peu chouette de baisser. Si on arrivait à descendre à 6 litres, gagner 1 litre tous les 100 km dans ces conditions, j'avoue que ce serait quand même plutôt sympa, et avoir un peu plus de moments en élec, maintenant qu'on s'y fait, ça a quand même quelques avantages pour le confort, etc. Et puis c'est toujours mieux. Donc si vous avez bien aimé la petite vidéo comme ça, n'hésitez pas à me dire, vous, quelle version d'X1 vous intéresse le plus, ou même est-ce que vous seriez encore diesel? Le diesel, c'est pour les gros rouleurs le top. Encore de nos jours, c'est du couple, etc. et des bonnes consommations. Bon allez, à bientôt, ciao.